Mesdames et messieurs, bienvenue à la 5e séance intitulée « Aimer tout au long de sa vie », première partie. Rien ne marche sans un minimum d'entretien, la voiture, le corps, la maison ou le mariage. Ils ne peuvent pas fonctionner sans soin et un peu d'attention. Le mariage est lui aussi un capital qui s'entretient tous les jours. Dans cette séance, nous tenterons de vous démontrer comment il est possible d'aimer son conjoint tout au long de la vie. Mais comment entretenir un mariage? Tout d'abord, il faut opérer des changements dans votre attitude. Savez-vous la définition de la folie? C'est de toujours faire la même chose en s'attendant à avoir des résultats différents. Voici donc 2 attitudes en particulier qu'il vous faut peut-être changer. Bon, la première, c'est d'assumer tout ce que vous avez. Il faut bien gérer notre argent, notre temps, nos talents, notre corps et le mariage. Assumez tout ce que vous avez. Bon, la seconde est de changer de perception. Changer de perception, d'optique. Ah oui. Nous avons plus tendance à nous plaindre qu'à faire des compliments, n'est-ce pas? À critiquer plutôt qu'à féliciter. Votre homme met son verre sale dans l'évier au lieu de le laisser traîner sur la table. Nous devons d'applaudir. C'est un geste d'amour. Bon, dans un mariage, les problèmes sont inévitables, mais plutôt que de constater les points faibles chez notre conjoint, pourquoi ne pas regarder les points forts? N'est-ce pas? En plus de changer quelques attitudes, nous suggérons que chaque couple fasse le point périodiquement, qu'il fasse un bilan. Pourquoi? Les gens changent. Tout le monde change. Et l'une des raisons principales de ce bilan, c'est que nous sommes toujours en évolution. Celui ou celle qui nous étions à 20 ans n'est plus celui ou celle que nous serons à 50 ans. Quelquefois, les hommes aiment bien croire qu'ils sont aussi forts et sportifs à 50 ans qu'ils étaient 30 années plus tôt. Et ce n'est simplement pas vrai. Bon, pour moi, par exemple, le basket n'est plus aussi amusant qu'il était. Comme vous avez le remarqué, les paniers sont maintenant plus hauts et les terrains sont plus longs. Non, c'est moi qui change, n'est-ce pas? Nous vieillissons tous. Nous ne sommes plus les mêmes personnes. Et puisque nous sommes toujours en évolution, nous devons nous rendre compte que nous changeons physiquement aussi. Nous devons tous nous rendre compte que notre mariage est lui aussi en évolution. Pendant les prochaines minutes, nous tenterons de vous démontrer que chaque mariage traverse des périodes différentes, ce que nous appellerons les saisons du mariage. La première saison du mariage s'intitule « Les attentes initiales ». Au début, un couple a quelques attentes à propos de ce que devrait être leur mariage. Les attentes initiales. Voici un jeune homme, par exemple. Il est génial, il est bien dans sa peau, il entame une carrière qui promet d'être brillant et prospère. Il n'a pas trouvé la princesse de sa vie, mais il est à sa recherche. Et quand il la trouvera, il sait qu'elle paraîtra toujours 20 ans. Elle lui donnera 3 enfants, parmi les plus brillants, les plus sociables et les plus exceptionnels au monde. Les autres pourront avoir des problèmes, mais eux, ils n'auront pas de problème. Tout va se dérouler exactement comme prévu. Vous souriez, n'est-ce pas? Vous avez déjà constaté que cela ne se passe pas comme ça. Normalement, ce n'est pas exactement le scénario que l'on suit. Donc, le mot qui caractérise cette attente initiale, c'est l'idéalisme. Il ne faut pas enlever l'idéalisme aux jeunes couples. L'idéalisme n'est-il pas l'étoffe des rêves? Bon, la deuxième saison de mariage s'appelle les premières années. Les premières années, ou généralement la première décennie du mariage, se situent juste après la période initiale de l'idéalisme. Ah bon. Le couple n'est plus dépendant des parents pour la nourriture ou l'argent. Maintenant, leurs carrières sont lancées et pendant ces années, c'est pendant ces années que le couple décide d'avoir des enfants. Et s'il répond par l'affirmative, parfois les enfants se suivent de près.
Avant l'arrivée de nos enfants, je pensais qu'ils ne seraient qu'une simple virgule dans l'histoire de notre vie. C'est faux. Ah oui. Les enfants sont un énorme point d'exclamation. Avec l'arrivée des enfants, tout, laissez-moi le souligner, tout change dans le mariage. C'est une période merveilleuse, certes, mais c'est une période difficile aussi. Vous avez alors la présence de deux hôtes qui n'avaient pas été invités. La fatigue et la pression du temps. Les mères les connaissent bien, n'est-ce pas? Le mot pour caractériser cette saison du mariage, c'est le réalisme. Maintenant, la vraie vie commence. Il y a des maladies, des factures, des beaux-parents et tout le reste. Certains moments peuvent être très intenses. Et en effet, si intense qu'une personne peut être accablée par toutes ses responsabilités. Enfin, vous vous asseyez parfois épuisé et votre conjoint ne vous paraît pas aussi indispensable pour vivre que 10 ans auparavant. Et votre célibat vous manque. Pour qu'un couple traverse cette saison en restant lié émotionnellement, il est très important que chacun apprenne à modifier ses attentes à propos du mariage, de son conjoint et de lui-même. Si ces attentes ne sont pas révisées, il est possible que ce couple n'atteigne pas les 10 ans de mariage. Nous appelons la troisième saison du mariage la transition entre deux âges. La transition entre deux âges, c'est la période d'évaluation. Si vous n'avez pas fait de sérieux efforts d'être à l'écoute de votre conjoint tous les jours, à ce stade dans votre mariage, vous n'aurez aucune idée de qui est l'autre. Oh, vous êtes la version plus âgée de la personne que l'autre a épousée il y a tant d'années. Mais à ce stade, vous êtes une toute autre personne. Laissez-moi vous décrire ce qui se passe tous les 20 ans chez l'homme. La première transition est vers l'âge de 20 ans. Pour la plupart des hommes, c'est du gâteau. Il est au mieux de sa forme, il n'a jamais été aussi beau, il commence une carrière avec enthousiasme et tout semble aller dans la bonne direction. Il est alors emballé à l'idée de la vie et il estime que tout va marcher comme sur les roulettes. La transition à la quarantaine, une période totalement différente dans la vie d'un homme. Maintenant, il regarde dans le miroir et son reflet n'est pas le même qu'il y a 20 ans. Il entre dans l'époque que j'appelle la période métallique. Les cheveux argentés, les dents en or et les jambes de plomb. Tout est en évolution. Et cette femme-là, qu'il avait pensé paraîtrait toujours 20 ans, elle aussi a changé. Et ces enfants-là, qu'il avait pensé être parfaits, oh, l'homme espère seulement qu'il peut vivre assez longtemps pour les faire quitter la maison. Et son travail, qu'il avait pensé être si formidable, ça va, mais ce n'est pas ce qu'il avait imaginé. Pour un homme d'âge mûr, il serait aisé de tout rejeter sous prétexte que s'il pouvait aller ailleurs, avec un autre emploi, avec quelqu'un d'autre, il pourrait le faire et en mieux cette fois. Ce n'est qu'un mythe. Donc, mesdames, si votre mari s'approche de vous, qu'il éprouve des difficultés, qu'il dit « Je ne sais pas qui je suis, ni ce que je vais faire, et j'ai des idées bizarres qui trottent dans ma tête. » Alors, écoutez-le, écoutez-le vraiment. Mettez-vous à sa place, soyez un soutien pour lui. C'est le moment de faire un petit bilan tous les deux. Qu'est-ce qui compte vraiment pour nous? Il faut alors réfléchir à qui l'on est vraiment, à ses aspirations les plus profondes. Pour la prochaine transition à la soixantaine, l'homme prend sa retraite. Et pendant quelque temps, tout va bien, c'est génial. Mais après un moment, il a des difficultés. Pourquoi? Parce qu'il n'a plus de but professionnel, il n'a plus de raison de se lever le matin. Par conséquent, certains hommes sont dépressifs, certains meurent même prématurément parce qu'ils n'ont pas de but. Notre conseil, c'est de trouver un but dans la vie. Il y a tellement de gens qui ont besoin d'aide.
Bon, la transition à 80 ans n'est pas mauvaise pour bien des hommes s'il peut faire le bilan de sa vie et se rendre compte qu'il avait pris de nombreuses bonnes décisions. Je n'ai pas fait tout parfaitement, je n'ai pas tout fait ce que j'aurais dû faire, mais j'ai pu accomplir de belles choses. Et finalement, le bilan est plutôt positif. Arlan a retracé explicitement ce que les hommes font tous les 20 ans. Mais que fait son homologue féminin? Un programme très différent de celui des hommes. Ni juste, ni faux, seulement différent. Pour une femme, si les événements de sa vie sont positifs, il est inutile de faire une montagne de ses 30, 40 et 50 ans. En d'autres termes, si elle atteint le chiffre fatidique des 40 ans, et si elle regarde dans le miroir et elle aime bien ce qu'elle voit, si elle est en forme, si elle s'entend bien avec son mari et avec ses enfants, en supposant qu'elle en est, si elle aime bien son travail, alors pas de problème, les 40 ans se vivent sereinement. En revanche, si à 40 ans, elle regarde dans la glace et elle n'aime pas ce qu'elle y voit, si elle ne se sent pas bien, si elle n'aime pas son boulot, si elle vit un mariage sans amour ou si son mari l'a abandonnée pour une femme 2 fois plus jeune qu'elle, alors elle court un grand risque de sombrer dans la dépression. Comme beaucoup d'entre vous peuvent se le rappeler dans la séance « Écoute-moi s'il te plaît », nous avons défini la dépression réactionnelle. À l'âge mûr de cette femme, elle a beaucoup d'attentes non satisfaites, n'est-ce pas? La colère résulte des attentes non satisfaites. La dépression réactionnelle n'est rien de plus qu'une colère non exprimée. Par conséquent, cette femme-là court un risque majeur de dépression. Regardez autour de vous, partout vous verrez de telles femmes. Ajoutez à cela d'énormes changements hormonaux. Et vous constaterez que parfois les femmes de cet âge ne sont pas très en forme, ni physiquement ni mentalement. La 4e saison du mariage s'appelle le nid vide. Vous avez bien conscience de la signification du nid vide. Les enfants volent de leurs propres ailes et ils s'en vont. Bon, le nid vide touche les hommes et les femmes très différemment. Mesdames et messieurs, ici nous parlons de différences innées. Au début de la seconde moitié de sa vie, une femme est fatiguée, épuisée si elle a une carrière en plus d'une famille. Et elle se rend compte que son idéal de superwoman n'existe pas. Bon, si vous demandez à un homme de vous parler de lui-même, il dira ce qu'il fait dans la vie. Ni juste, ni faux, ni bon, ni mauvais, mais un homme tire son estime de lui-même, de sa vocation, de son travail. Et cela s'appelle le rêve au singulier. Pourtant, si vous demandez à une femme qui elle est, elle ne tardera pas à vous parler et de son travail et de sa famille. Elle veut s'assurer que vous êtes au courant de sa famille et de ses enfants en particulier. Cela s'appelle le rêve partagé. Donc, messieurs, pendant que vous courez après votre rêve qui est géant mais singulier, votre épouse est prise dans une tornade intellectuelle. Pour elle, c'est exactement comme cela. Vous comprenez, elle se soucie de vos finances et elle est aussi très consciente du fait que si vous avez une crise et l'abandonnez, elle sera toute seule. Bien naturellement, s'il y a des actifs, elle recevra une partie de cela. Et s'il y a des dettes, elle héritera une partie des dettes aussi. Un grand nombre de femmes se retrouvent très pauvres en essayant d'élever seules leurs enfants. Et si la femme a un travail en dehors de la maison, elle se fait en plus de soucis pour la garde de ses bébés. Peu importe si ces bébés ont 2 ans, ou 8 ans, ou 14 ans, pour elle, ce sont toujours ses bébés. Ni juste ni faux, la femme est seulement différente. En fait, si nous retraçons les niveaux de satisfaction conjugale à travers les saisons du mariage, voici ce que nous voyons. Bon. Non, Pardon. c'est à moi.
Ok, pardon. Juste après leur mariage, un couple est, nous espérons, très proche, très lié émotionnellement, avec un niveau de satisfaction conjugale très élevé. C'est à toi. Ok. Bon, tout au long des années, la graphique peut ressembler à cela. Et il n'est jamais au plus bas, le niveau n'est jamais plus bas que lorsque les enfants sont adolescents. Mais messieurs, quelque chose de très intéressant se passe lorsque le dernier enfant s'envole. Si à ce moment-là, vous aimez votre épouse et vous avez une bonne relation, votre satisfaction conjugale atteindra son niveau le plus élevé. Enfin libre! Les enfants, ils ont quitté la maison, espérons qu'ils ne reviendront jamais, et maintenant j'ai ma femme à moi tout seul. Mais, messieurs, si vous ne le savez pas, pour votre épouse, son niveau de satisfaction ne sera jamais aussi élevé qu'au début du mariage. Cela n'a rien à voir avec son amour pour vous, ni avec son dévouement envers vous, ni avec son désir d'être avec vous. Cela a tout à voir avec le fait qu'elle est mère. Une partie de son cœur va avec les enfants, sans tenir compte de leur âge ni des kilomètres qui les séparent. Le nid vide peut être une période terrifiante. Toute l'activité avec les enfants et leur conversation, maintenant, tout est fini. Si vous n'avez pas fait d'effort pour être à l'écoute de l'un de l'autre quotidiennement, vous allez un jour vous regarder et vous dire « Mais dis donc, qui es-tu maintenant ?» Bon, il est bon de se ménager une vie en dehors des enfants et ne jamais oublier que le couple et la famille, ce n'est pas la même chose. Si vous avez entretenu votre amitié et vos liens émotionnels, cela peut devenir une période merveilleuse et exaltante. Si vous n'avez pas entretenu votre amitié, le défi est de la recréer et d'entrer dans la saison finale, la main dans la main. Sans tenir compte de l'âge des enfants ni de la distance entre eux, pour la femme, ils seront toujours ses enfants. La femme se définit différemment qu'un homme. Elle se définit en grande partie à travers ses enfants. Une fois qu'ils sont partis, l'homme se sent libéré, mais la femme se sent vide. Il est temps que le couple célèbre leur amitié. Aujourd'hui, l'espérance de vie est d'environ 80 ans. Beaucoup de gens se trouvent chargés de s'occuper de leurs parents vieillissants. En conséquence, la 5e et dernière saison du mariage s'appelle le renversement de rôle parent-enfant. Pour beaucoup de couples, ce renversement des rôles parent-enfant veut dire la guerre non seulement de leurs enfants, mais aussi de leurs parents. Et certains couples s'occuperont aussi de leurs grands-parents. Bon, et cela peut être très angoissant pour le couple, même corrosif à la longue. Les problèmes de famille se dressent lorsque les frères et sœurs commencent à délibérer sur la manière de s'occuper de leurs parents vieillissants. Et souvent, cela exerce une pression intense sur le mariage. Si le couple n'arrive pas à gérer ses stress, l'un d'eux ou les deux peuvent tomber dans la dépression, la colère ou même l'isolement. Heureusement, aujourd'hui, il existe bien des livres traitant de ce sujet. En fait, le monde médical et psychologique commence à offrir non seulement des informations, mais aussi du soutien pour ceux qui s'occupent de leurs parents âgés. Voici 2 livres que nous recommandons. La dépression, comprendre et aider, et Se libérer de l'anxiété sans médicaments, la thérapie cognitive. Bon, pourquoi avons-nous passé tout ce temps à examiner ces 5 saisons de mariage? La leçon la plus importante à retenir, c'est qu'il n'y aura absolument jamais de moment dans le mariage où rien ne manquera. Chaque saison aura son défi. Il y aura toujours quelque chose à accomplir. Par conséquent, nous conseillons vivement aux couples de passer du temps ensemble, de faire des loisirs ensemble et de ne pas remettre cela jusqu'à demain. De nombreux couples disent
Eh bien, je ne peux pas faire ça maintenant. Il faut élever les enfants, nous devons nous occuper de leurs études. Je dois aller chercher les petits-enfants. Oh, et la liste n'est pas exhaustive. Et ce couple ne prend jamais le temps pour lui-même. Bon, nous savons tous que ce n'est pas bon pour le mariage d'être centré sur les enfants. Eh bien, il s'avère que ce n'est pas bon pour les bambins non plus. Une relation solide entre les parents apporte de la sécurité aux enfants. Et quand les adultes donnent toute leur attention aux enfants aux dépens de leur conjoint, l'équilibre du pouvoir est rompu. Les petits finissent par croire qu'ils sont le centre de l'univers et deviennent égoïstes et manipulateurs. Donc, comment est-ce que deux parents qui sont surmenés et épuisés, mais comment peuvent-ils rester connectés? Organisez des vacances, projetez un week-end en amoureux, faites de telles choses tant que vous pouvez encore les faire ensemble et vous en tirerez beaucoup de profit. Bon, certains couples passent tout leur temps avec leurs petits-enfants. Et bien sûr que nous ne sommes pas contre l'idée de passer du temps avec eux. Nous-mêmes, nous aimons énormément nos 7 petits-enfants. C'est merveilleux d'avoir une bonne influence sur les petits-enfants, mais il faut vous rendre compte que vous avez une vie de couple aussi. Savourez vos projets, quels qu'ils soient, vacances, sorties, voyages, oui, voyages et spectacles. Ouais. C'est une petite bouffée de bonheur en perspective. Nous avons déjà suggéré que vous fassiez le bilan de votre couple. Voici quelques suggestions pour faire ce bilan. Lisez un livre de mariage une fois par an, voilà notre première suggestion. Un livre par an sur le mariage et sur la vie de couple. Bon, c'est une mise au point. Malheureusement, quand je suggère que nous devrions tous lire un livre par an, je vois une expression déformée chez la plupart des hommes. Tout un livre? Oui, tout un livre. Et pouvez-vous me conseiller le plus petit possible avec beaucoup d'images? Voyons, messieurs. Un livre de 365 pages, cela veut dire une page par jour. Et vous pouvez le lire ensemble. Il existe beaucoup de livres que vous pouvez trouver dans les librairies. Par exemple, nous conseillons Le langage de l'amour et Les couples heureux en leur secret. De toute façon, un livre par an aidera tout mariage. Voici quelques suggestions. Déterminez vos buts. Déterminez vos buts. Certains livres recommandent qu'un couple fasse le point le jour de son anniversaire de mariage. Un bilan sur ses objectifs. Cela veut dire que chacun met par écrit les buts de sa vie. Bon, quelles sont vos valeurs, vos buts? À la fin de votre vie, que voudriez-vous dire sur ce que vous aurez réalisé? Que représente votre vie? Ne serait-ce pas quelque chose de profond, comme par exemple la réussite ou l'épanouissement de vos enfants? Le sentiment peut-être que vous avez un potentiel créatif à mettre en œuvre. Une famille à construire, un couple à nourrir. Écrivez des choses comme terminer vos études, ou faire du travail bénévole, ou élever des enfants responsables, ou apprendre aux enfants à aimer Dieu et leurs semblables. Bon, vous pouvez mettre beaucoup de choses sur votre liste, mais il est très important de réfléchir à ce que vous voulez que les autres voient comme sens de votre vie lorsque tout sera terminé. 2. Définissez l'ordre de vos priorités. Définissez l'ordre de vos priorités. Après avoir déterminé vos buts, il faut leur définir un ordre. 1, 2, 3. Qu'est-ce qui est le plus important dans votre vie? Qu'est-ce qui vient ensuite et ensuite? Mettez-les en ordre de priorité. Puis, partagez vos buts avec votre conjoint. Partagez vos buts avec votre conjoint. Je ne connais pas d'autres moyens pour connaître les désirs les plus chers de votre conjoint. Et si vous vous mettiez à son écoute alors? Pour votre conjoint, qu'est-ce qui est important? Ensuite, dressez une liste de vos buts communs. Dressez une liste de vos buts communs. Nous vous conseillons vivement d'écrire une liste ensemble.
Examinez les priorités pour chacun des deux conjoints. Avec un peu de chance, il y aura des éléments que vous aurez en commun. Mais sinon, il faut prendre ce qui prime individuellement à chacun et donner la priorité à ces choses-là. Et finalement, aidez-vous mutuellement à réaliser vos buts. Aidez-vous mutuellement à réaliser vos buts. Bon, peut-être qu'une personne aimerait-elle progresser dans ses études. Peut-être l'autre ne comprend pas, ne voit pas le but. Peu importe. Si cela est important pour votre conjoint, alors cela devient important pour vous. Mesdames et messieurs, chaque jour, le jour de votre anniversaire de mariage, faites un bilan. C'est une vraie garantie de vous rapprocher en vieillissant au lieu de vous éloigner. Une autre suggestion pour faire le point, c'est, je vous laisse faire, ok? Demandez à votre conjoint de vous dire 2 choses que vous pouvez faire pour devenir meilleur. Vous savez, montrer le plus grand courage du monde, c'est de faire face à la vérité sur soi-même. Bon, messieurs, prenez les devants dans ce domaine. Demandez à votre épouse tout simplement, chérie, dis-moi 2 choses que je peux faire pour être un meilleur mari. Alors, après avoir discuté de cela, bien sûr que vous allez retourner la question. Bon, messieurs, si vous suivez ma suggestion, je préconise de la poser exactement comme je l'ai formulée. Ne dites jamais à votre épouse, dites-moi tout ce que je peux faire pour être un meilleur mari. Bon, vous n'êtes pas encore prêt pour tout cela, donc n'oubliez pas de préciser le chiffre 2. Mesdames, rappelez-vous que vous allez devoir faire pareil. Bon, je crois que c'est une suggestion très pratique, mais je dois être humble, être honnête. Je n'ai jamais fait cela avec Pamela, Effectivement, parce que je n'étais jamais obligé de le faire avec Pamela. c'est vrai. Parce que si j'ai du progrès à faire dans un domaine, elle me fera savoir. Juste. Par exemple, je vous dirai un de ses reproches. Vas-y. Bon, Pamela me dit, j'en ai assez que tu traverses la maison tout contrarié parce que tu ne peux pas trouver quelque chose et que tu me demandes où je l'ai mis. Ou quand enfin nous le trouvons, il se trouve que c'est toi qui l'as mis là. Ah, je crois que cela a mis quelques coups en action. Peut-être, bon. Alors, je lui ai répondu, bon, d'accord, je ne ferai plus cela. Ah, alors, dis-leur ce que tu fais Quoi? quand tu n'arrives pas à trouver quelque chose. Non, je veux pas. Si. Par exemple, ce matin, quand tu ne trouvais pas tes clés, si, je pense que les dames aimeraient surtout, et elles seraient ravies, au fait, de le Ok, savoir. maintenant, ce que je fais quand je ne peux pas trouver quelque chose, et je traverse la maison en cherchant, je dis, Pamela, à ma place, où penses-tu que je l'aurais mis?
Passons à autre chose. Parlons de l'établissement de rapports sains. Qu'est-ce qui est essentiel pour avoir des rapports sains? Numéro 1. Nous croyons que nous avons besoin de nous tourner vers Dieu pour notre force. Tournez-vous vers Dieu pour votre force. Nous soutenons que les êtres humains ne sont pas faits pour vivre sans une relation avec Dieu. Si vous sortez un oiseau de son élément et vous le plongez dans l'eau, il va mourir. Pourquoi? Dieu ne l'a pas fait pour vivre là. Si vous enlevez un poisson de l'eau et vous le jetez sur le banc de sable, il va mourir. Pourquoi? Parce que Dieu ne l'a pas fait pour vivre comme cela. De même, nous pensons que nous les humains, nous ne sommes pas dans notre élément si nous n'avons pas de relation avec Dieu. Nous croyons que chaque individu a un vide en lui et que le seul moyen de remplir ce vide, c'est d'y mettre Dieu. Un autre être humain ne peut pas remplir ce vide. Certaines personnes essaient de pallier ce manque avec une carrière, le sexe, l'alcool, la drogue et malheureusement, ce n'est pas la solution. Non, nous avons tous besoin de Dieu. Deuxièmement, pour établir des rapports sains, nous devons être francs à propos de nos besoins. Soyez francs à propos de vos besoins. Alors que malheureusement, nous ne montrons pas nos besoins à notre conjoint et nous disons qu'il devrait être capable de comprendre tout seul. Attention, mesdames, ne sommes-nous pas doués pour faire cela? C'est comme si cela ne comptait pas si nous devions le verbaliser. Mais franchement, les hommes n'ont pas la moindre idée de ce qui se passe dans notre tête. Alors, ni faux, ni mauvais, mais c'est simplement qu'ils ne comprennent pas. Les hommes ne peuvent pas lire dans nos pensées. Disons que vous avez tous deux travaillé de longues journées toute la semaine et vous rentrez vendredi soir. Vos 3 enfants sont fatigués, ils ont faim, il y a de la lessive à faire et peut-être la maison est-elle en désordre. Et voilà que votre homme se met devant l'écran. Je l'appelle la cécité sélective. Bref, il ne voit pas ce qu'il faut faire. Et alors, vous devez pouvoir lui dire gentiment, lui demander gentiment, lui expliquer là où vous avez besoin de son aide. Bon, cela ne veut pas dire que s'il connaît vos besoins, il sera capable de les satisfaire. Un homme va chez le médecin et le médecin lui demande ce qui ne va pas. L'homme répond: Docteur, j'ai besoin d'un bon remède pour le hoquet, s'il vous plaît. Le médecin lui donne un coup, il renvoie par terre. L'homme se lève d'un bond et dit: Docteur, mais pourquoi m'avez-vous frappé? Le médecin répond. Alors, comment va votre hockey maintenant? L'homme lui dit: Mais voyons, docteur, aïe, mais voyons, je n'ai pas le hoquet. C'est mon frère qui est dans la voiture qui a le hoquet. Donc, ce n'est pas forcément parce que nous connaissons un besoin que nous pouvons le satisfaire. Plus tard, dans la prochaine séance, nous parlerons plus particulièrement de ces besoins. Bon, la troisième suggestion que nous aimerions vous donner pour établir de rapports sains, c'est de prier ensemble tous les jours. Pamela et moi, nous nous sommes engagés à prier ensemble tous les soirs avant de nous endormir. Nous prions tous les deux. Et la prière, c'est bien parce que ça servira de fenêtre sur l'âme de votre conjoint que vous ne verrez pas autrement. D'ailleurs, nous constatons que la prière est puissante. Nous croyons que Dieu est toujours vivant et qu'il peut toujours répondre à la prière. Nous pensons que ce webinaire est le résultat de la prière. Donc, messieurs, je vous conseille vivement de prendre les devants dans votre famille. Menez-la dans le domaine de la prière. Finalement, nous devons définir l'ordre de nos priorités. Définissez l'ordre de vos priorités. Un professeur entre dans la salle de classe et griffonne sur le tableau les mots « peu importe ». Il se retourne pour regarder les étudiants et leur dit: « Cette leçon sera la plus importante de tout le semestre.
Beaucoup de choses n'ont absolument aucune importance dans la vie. Comme beaucoup d'entre vous, Arlan et moi sommes arrivés jusqu'ici par des chemins très douloureux. Et comme beaucoup d'entre vous, nous avons tiré de nombreuses leçons de nos souffrances. Certainement, une des plus grandes leçons tirées de la douleur, qu'elle soit physique ou mentale, c'est que cette même douleur nous aide à définir l'ordre des priorités. Quand il est question de vie et de mort, quand nous devons aller droit au fait, les choses qui étaient si importantes une semaine avant, un mois avant, toutes ces choses n'ont plus aucune importance. À ce stade dans la vie, Arlan et moi avons décidé que pour nous, il n'y a que 3 choses essentielles, 3 choses importantes. Nous plaisantons beaucoup et nous nous amusons bien. Cependant, si vous insistez pour connaître nos priorités, les voici. Numéro 1. Dieu est vraiment important. Dieu est tout pour nous. Au moment de notre mariage, Pamela et moi avons décidé que la vie n'a rien à voir avec nous, mais que tout repose sur lui. Deuxièmement, faire ce que Dieu dit, c'est important. Il nous est important de faire ce que Dieu dit. C'est essentiel. Et finalement, pour nous, les gens et leurs sentiments sont importants. Les autres sont importants pour nous. Les gens et leurs sentiments sont importants. Souvenez-vous que chaque personne a ses propres luttes. Soyez donc gentils avec tous ceux que vous croisez. Il est facile d'être d'accord avec les numéros 1 et 2, n'est-ce pas? Que Dieu est important et qu'il est important de faire ce qu'il dit. Cependant, quand nous mettons la théorie en pratique avec le numéro 3, parfois nous nous arrêtons. Mais qu'est-ce qui est essentiel dans notre vie? La façon dont nous nous entendons avec les autres, comment nous les traitons. Oui, nous sommes allés à beaucoup d'enterrements et ils suivent le même déroulement pour la plupart. Une personne se lève pour parler du défunt, de sa vie. Mais le cœur du message est l'éloge funèbre, la célébration de vie. Jamais l'argent n'est mentionné, ni si la personne a voyagé à l'étranger, ni sa voiture, ni sa maison. Non. Le discours est centré sur l'impact que cette personne a eu sur la vie des autres, la façon dont il a servi les autres. N'est-il pas intéressant de remarquer que nous passons notre vie à amasser des choses, à s'inquiéter pour des choses, et qu'au dernier chapitre, cela n'a plus aucune importance? Oui. Donc, nous lançons un défi, et à vous et à nous-mêmes. La prochaine fois que vous vous trouvez en fraternité intense avec votre bien-aimé, ou que vous avez un petit différend, avant de jeter le gant, de vous mettre en colère, marquez une pause pour vous poser la question. Quelle sera l'importance de cela demain? Est-ce que cela sera important dans un an, dans l'éternité? S'agit-il de quelque chose qui est illégal, qui est contre la moralité sexuelle, qui est malhonnête ou blessante? Ou est-ce ma préférence personnelle et égoïste? Parce que, mesdames et messieurs, beaucoup de choses pour lesquelles nous nous fâchons, beaucoup de choses pour lesquelles nous blessons ceux que nous aimons. Si nous considérons la situation dans l'ensemble, ça n'a plus aucune importance. Merci. L'amour dans le couple est démontré par le désir de connaître les besoins de son partenaire et la volonté de s'adapter pour essayer de satisfaire ses besoins. Avec humour et acuité, Pamela et Arlan détaillent les besoins qui nous sont propres en tant qu'hommes et en tant que femmes, ainsi que les besoins communs à tous les deux. Dans cette présentation, des instructions pratiques sont données pour les satisfaire.